Cette régénération de la citoyenneté, elle va devoir, pour permettre l'épanouissement de chacun, s'accompagner d'une régénération de la prospérité. Depuis plus d'un siècle, la prospérité est liée à l'augmentation des biens et des services. Actuellement, cette augmentation est arrivée à son terme. Une croissance infinie n'est plus soutenable, outre qu'elle ne soit plus réelle. Elle n'est plus soutenable, pour preuve, le réchauffement climatique. Nous voulons régénérer la conception de la prospérité pour construire une société dans laquelle notre génération et celles qui nous suivront pourront vivre mieux. La régénération de la prospérité. Il ne faut pas subir la croissance, il faut la choisir. Faire toujours mieux plutôt que toujours plus. Pour la qualité de vie, pour éradiquer la pauvreté, pour la planète. La prospérité, ce n'est pas une course effrénée au profit qui se traduit par une explosion des burn-out et des décrochages. La prospérité à favoriser, c'est celle du bonheur, du bien-être, du sens au travail. C'est une économie relocalisée et davantage circulaire. C'est celle qui favorise l'effort et le mérite. La classe moyenne n'est pas un citron à presser jusqu'à la dernière goutte. Et les indépendants méritent des droits égaux. La lutte contre la criminalité financière doit être une priorité d'État. La prospérité est aussi une question de justice fiscale et sociale. Ancrer une nouvelle politique économique dans le XXIe siècle, c'est donc quitter la posture visant à uniquement défendre des acquis. Pareil conservatisme ne permettra pas d'aller de l'avant et d'améliorer le capital bien-être de chacun. Le principal risque réel de grand remplacement, c'est celui du déclassement rapide et intégral de la classe moyenne. Aujourd'hui, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont enfoncés dans une spirale de précarité. L'existence même est remise aujourd'hui en question. Pas uniquement la capacité de pouvoir se nourrir, se loger, habiter, l'existence même de cette classe moyenne qui s'effrite et qui est pourtant si essentielle pour l'équilibre d'une nation. Il faut donc qu'elle cesse de se sentir déconsidérée, vache à lait des politiques publiques, toujours prompte à payer des impôts, gagnant toujours trop que pour être aidée. La classe moyenne doit être réhabilitée. Il nous faut retrouver une économie vertueuse et pas vertueuse. Ne laissons personne au bord du chemin. Il nous faut soutenir ceux qui travaillent, particulièrement avec de faibles salaires. Nous devons valoriser ceux qui entreprennent, qui ont de l'audace, pour qu'ils se sentent mieux protégés. Et nous devons aussi encourager ceux qui ont envie de se reconvertir professionnellement, au besoin en s'appuyant sur de nouvelles formations. Notre prospérité ne peut se réduire à la somme des échanges économiques, sans tenir compte de l'épuisement des ressources naturelles, du capital productif disponible ou bien du bien-être de la population. Pourtant,
c'est cette vision datée et obsolète qui détermine les niveaux de déficit et de dette publique acceptables. Le baromètre financier ne peut être en même temps le thermomètre de l'humanité et de la planète. Le passage à une économie de qualité nécessite donc de revoir et d'affiner la notion de prospérité. Le PIB ne devrait plus signifier produit, mais prospérité intérieure brute. Loin de n'être qu'une question technique ou comptable, changer notre définition de la croissance et du progrès, modifier la manière dont nous mesurons la prospérité, revient à transformer notre regard sur le monde. Car le produit intérieur brut ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur éducation ou de la joie de leur jeu. Il ne tient pas compte de la beauté de notre poésie ou de la solidité de nos familles, de l'intelligence de notre débat public, ni de l'intégrité de nos fonctionnaires. Finalement, le PIB aujourd'hui, il mesure en somme tout, sauf ce qui donne sens à la vie. Nous voulons réindustrialiser l'économie belge et européenne, y compris dans les secteurs lourds, et favoriser l'émergence de champions industriels européens, dans des secteurs tels que, par exemple, la santé, l'énergie, l'alimentation ou le numérique, qui sont fondamentaux. Le e-commerce ne doit pas être blâmé, mais mieux encadré. Dans de nombreux domaines, le numérique offre aussi des réponses adaptées aux spécificités et aux besoins de chacun. Il peut contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et au développement de la médecine préventive. Nous voulons encourager la participation des travailleurs aux bénéfices des grandes entreprises. Il s'agit pour eux de voir dans leur métier bien plus qu'un gagne-pain, mais une source de sens et de réalisation de soi. Soutenir la création d'emplois demande inévitablement d'alléger le coût du travail et de diminuer enfin l'impôt qui l'affecte, en adoptant une approche plus globale et plus équitable des revenus, une approche aussi plus soutenante des PME. Les services aux personnes sont une source d'emploi à haute valeur relationnelle ajoutée. Afin de favoriser leur développement, nous proposons que les salaires et les cotisations sociales payées à des personnes pour l'aide et les soins prodigués à domicile, pour des enfants, pour des personnes âgées, pour des malades, puissent être déduits fiscalement. Dans une économie des valeurs, ce que nous souhaitons réhabiliter, l'égalité salariale entre hommes et femmes doit être et sera une évidence. Nous sanctionnerons financièrement les entreprises qui ne le respecteraient pas au terme d'une période de transition. Transformer une économie productiviste et consumériste en une économie de qualité dépend largement de l'évolution de notre système fiscal. L'impôt aujourd'hui n'est pas juste. À chaque adoption de nouvelles mesures, des modalités d'évitement de l'impôt sont inventées aussi vite par des experts payés uniquement par ceux qui en ont les moyens. Avoir une fiscalité plus juste, c'est veiller à mieux soutenir fiscalement les indépendants et tous ceux qui entreprennent, et mieux soutenir financièrement les travailleurs, les salariés, en particulier les bas et les moyens revenus et les temps partiels. Pourquoi les revenus du travail sont-ils toujours aujourd'hui davantage taxés que les revenus du capital?
Rien ne le justifie. Un euro de gagné est un euro de gagné. Nous proposons que l'ensemble des revenus des particuliers, hors les loyers, soit taxé comme impôt des personnes physiques. Cet élargissement de la base imposable permettra de baisser l'impôt sur le travail et d'avoir aussi une meilleure progressivité de l'impôt pour chacun et chacune. Et dès lors que les revenus du capital, y compris les plus-values, seraient taxés de manière plus juste en amont, il n'y aurait plus de raison valable de continuer de taxer les héritages. Nous voulons donc supprimer les taxes sur les successions, perçues comme un véritable hold-up d'État sur les familles. Qui, avec ces droits de succession, ont le sentiment de passer à la caisse une deuxième fois après les impôts déjà payés une première fois tout au long de sa vie. Nous voulons donc abolir cette taxe sur la mort. La vie en a déjà supporté assez comme ça. Chers amis, une taxation plus équitable des revenus du capital doit s'accompagner de mesures stimulant l'investissement de l'épargne, soutenant l'esprit entrepreneurial et la création d'entreprises. Et lorsque la fraude repose sur un système organisé, on ne parle plus de simple fraude, mais de criminalité financière. Comment accepter en Belgique, en 2022, d'entendre de hauts magistrats parler de mainmise de la mafia en Belgique? Nous proposons d'engager 3000 agents supplémentaires dans l'administration fiscale et la police judiciaire. Imaginez un instant ce qu'on pourrait rendre à la population avec ces quelques 30 milliards d'euros à récupérer chez nous et auprès de ces escrocs. C'est 2 fois le budget de la Wallonie. 2 fois. Traquer les criminels du fric est d'une nécessité démocratique et une justice sociale.